Les titres, inquiétude toujours à cause des inondations. La décrue s'est amorcée dans le nord et l'est, mais record en vue à Soissons et puis la région parisienne maintenant menacée. La France à moitié paralysée par la neige cette fois, tempête et bourrasque sur le pays. Ce temps froid va continuer, prévision d'Isabelle Bartinet à la fin de ce journal. Sarajevo sans trêve, malgré la messe de minuit, malgré Noël, les bombardements et les combats ont continué. Un casque bleu français a été tué à Bihac. Angoisse en Russie, 4 gangsters détiennent toujours 5 personnes en otage. Le gouvernement a pourtant payé la rançon demandée. Bonsoir. Noël les pieds dans l'eau, il y a longtemps que la France n'avait pas connu des intempéries pareilles. De l'alerte aux avalanches en montagne, dans les Alpes, à la tempête en Méditerranée, tout y passe. La circulation routière perturbée dans presque tout le pays en raison des chutes de neige, et puis bien sûr les inondations. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que dans l'ensemble, la décrue semble se généraliser dans toute l'Europe du Nord d'ailleurs. Mais il y a encore des exceptions. La plus notable, c'est la ville de Soissons. Les 30 000 habitants s'attendent ce soir à une cote maximale des flots de laine. Déjà, des évacuations. Et aussi l'une des plus grosses usines de la ville est menacée. Patrice Romden, Jérôme Korkikian, reportage. Avec l'aide de quelques salariés et de 9 soldats envoyés par l'armée, Jean-Yves a trouvé la force d'empiler à la hâte 1 millier de palettes. C'est désormais l'unique voie d'accès à la fabrique de conserve de légumes de Soissons qui emploie 110 personnes. Le niveau habituel de laine, 2,60 m, a doublé. Le transformateur est dans l'eau, EDF a coupé les lignes à haute tension. La vase recouvre la réserve d'eau potable indispensable au fonctionnement de la fabrique. Quant aux machines, elles baignent dans un potage jaunâtre. À cette heure, je ne peux pas chiffrer les conséquences de cette catastrophe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous allons devoir mettre le personnel en chômage technique. Et il est indéniable que si nous ne percevons pas, nous ne sommes pas considérés comme zone sinistrée, l'entreprise ne pourra pas redémarrer. Depuis 48 heures, le bâtiment de stockage résonne du seul bruit des élévateurs. Déplacés, surélevés, posés et recommencés, dans l'espoir de sauver un stock de 27 000 tonnes. Donc on a deux priorités, aller le plus vite possible, et également relever ce qui coûte le plus cher, comme par exemple les étiquettes ou les conserves ou le matériel. Des conserves toujours au sec, mais l'eau gagne du terrain. Là, on est entre l'Aisne et la voie ferrée, nous. Et c'est bien là le malheur de cette fabrique, coincée entre les eaux débordantes de la rivière et un talus où passent les trains. Et cette ligne de chemin de fer sert de digue et atténue pour l'instant les malheurs de Soissons qui se trouvent par ici et où seulement 67 familles ont été évacuées en attendant le point culminant de la crue qui est prévu pour cette nuit ou demain matin. A noter aussi que dans les Ardennes, cette fois on est sans nouvelles des 2 gendarmes portés disparus. Et puis d'autre part, si dans le nord et l'est, je vous le disais, la situation semble se stabiliser et même la décrue s'amorcer, les crues menacent maintenant d'atteindre l'Oise et la région parisienne. Dans l'Oise, on vient d'apprendre que la ligne Creil-Compiègne a été interrompue, la ligne SNCF bien sûr. À Paris, on est à la cote 3,25 m, ce qui est tout près de la cote d'alerte qui est de 3,50 m. Face à ces difficultés, heureusement la solidarité n'est pas un vain mot. Voyez comment se sont organisés les pompiers de Gemont dans le Nord. Nathalie Delay. Ce pourrait être un réveillon comme les autres. Madame décore le sapin et installe la crèche, pendant que monsieur part au ravitaillement. Mais à Gemont, il faut de bonnes cuissardes, un peu de courage, beaucoup d'optimisme et surtout pas de rhumatisme pour aller faire les courses. Véritable aventure dans la nuit de Noël. Voilà, mais vous restez au milieu. Si vous mettez un par banc, vous restez bien au milieu pour stabiliser la barre. Tirez-la. Voilà. Je pense que c'est très important quand on est dans une pareille situation, la moindre écoute, la moindre attention, on est sensible à tout parce qu'on est dans des moments extrêmes. Qu'est-ce qui nous motive? C'est de la façon dont les gens nous reçoivent, ils sont très chaleureux, ça vaut qu'on est aimé quand même de la population. Hein. Ils sont très, très accueillants. Ils nous font du café, du chocolat, tout ça. Pendant toute la nuit, des pompiers volontaires de Gemont ont ainsi aidé les gens. Emmenés les uns à la messe de minuit, les autres dans leurs proches familles, apportaient des cadeaux de la grand-mère à ses petits-enfants.
La solidarité et l'espoir ont fait vivre un vrai réveillon aux victimes de l'inondation. Chez les petits, on a pu manger le foie gras et le saumon, l'électricité était même revenue pour l'occasion. Le gros problème, c'est en fait le froid humide qui vient de cette ambiance glacée. Dès qu'on a chaud aux pieds, on a également chaud au cœur, c'est le cas de le dire. Cette nuit à Gemont, sous les inondations, on a vécu le message de Noël. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à tous les hommes de bonne volonté. Alors les côtes de Bretagne et l'Atlantique pourraient être tranquilles ou à peu près malgré les bourrasques de vent. Hélas, il y a encore les déchets qui souillent la mer poubelle. On continue de retrouver des explosifs un petit peu partout, jusqu'en Charente-Maritime où une douzaine de détonateurs ont encore été découverts sur le littoral. Au large des Sables d'Olonne, en Vendée, ce sont des fûts d'acétone qui se baladent. 13 fûts d'acétone purs ont été localisés, une vingtaine dérivent toujours. Pour l'instant, aucun ne s'est éventré, heureusement, car chacun contient 200 litres de produits toxiques. Et puis enfin, un petit peu partout en France, c'est neige et tempête. Éric Meunier. Évidemment, comme ça ressemble beaucoup plus à Noël. Dans la Sarthe, de mémoire d'agriculteurs, on ne se souvient pas d'un Noël blanc depuis 1964. 4 à 5 cm dans les champs, mais aussi sur les routes, ce qui a passablement perturbé le trafic toute la journée dans le département et même jusqu'en Bretagne. Gros souci de circulation aussi dans tout le sud-est de la France. En Rhône-Alpes et en Auvergne, 27 cols ont été fermés. Sur certains axes, les services de l'équipement étaient à la fête. Pour la montée dans les stations de sport d'hiver des Alpes, c'est au ralenti et avec équipements spéciaux obligatoires. Attention, dans les Alpes du Nord, neige abondante plus vent violent égale avis d'avalanche. De nombreuses stations ont dû fermer des pistes cet après-midi. Et pour n'oublier personne, pas de neige sur le littoral mais des vents violents, plus de 100 km/h sur la côte d'Azur, en Bretagne ou comme ici, au Pays Basque. La France n'est pas la seule à subir ce régime de pluie, de neige et d'inondation. Voyons tout de suite ce qui se passe chez nos voisins. Éric Lemasson. Nous sommes ici dans la province belge du Limbourg. De l'eau à perte de vue. De l'eau depuis 4 jours maintenant. Le plat pays est inondé, d'est en ouest, du Luxembourg jusqu'à la mer du Nord. Des centaines de villages sont envahis par cette eau boueuse des rivières en crue. Alors que faire? Nettoyer les maisons ou bien simplement passer l'après-midi de Noël à regarder les hélicoptères? Les digues qu'ils construisent retardent la montée des flots, guère plus. Heureusement en Belgique, la décrue a commencé. Un peu partout dans le pays, le niveau baisse, mais de nombreuses routes restent coupées et les trains ne circulaient pas aujourd'hui sur la ligne Paris-Bruxelles. Ce soir, la situation la plus préoccupante, c'est aux Pays-Bas. Les inondations y ont été déclarées catastrophe nationale. 13 000 personnes ont été évacuées dans le Limbourg néerlandais et dans la province du Gelderland. Les dégâts sont importants, 300 millions de francs au moins, et les crues menacent maintenant la région de Rotterdam. Le Rhin, qui dépasse de 6 mètres son niveau normal, risque de déborder ce soir. Des évacuations préventives ont été effectuées dans certaines communes. Alors, messe de minuit particulière hier soir à Maastricht. Le prêtre a demandé des dons aux fidèles pour aider les sinistrés, et des grosses sommes si possible, a-t-il précisé. Enfin en France, de nouveau, cet incendie tragique à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, s'est déclaré pendant le réveillon de Noël. 2 femmes sont mortes et une autre personne a été gravement blessée. On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie. L'actualité internationale, c'est d'abord Sarajevo, où aucune trêve, pourtant promise par tous les belligérants, aucune trêve n'a été respectée. Bombardement toute la nuit dernière, même pendant la messe de minuit, et des obus sont encore tombés ce matin. D'autre part, je vous rappelle qu'un casque bleu français a été tué hier dans la poche musulmane de Biatch. Le ministre français de la Défense, François Léotard, qui se trouvait dans cette région, a affirmé que la France maintiendrait sa présence militaire au sein des forces de l'ONU. À Sarajevo, donc, de nombreux fidèles, toutes confessions confondues, se sont retrouvés dans les églises catholiques de la capitale bosniaque. Cette fête catholique concerne plus particulièrement les Croates, dont c'est la religion. Ils sont 30 000 à Sarajevo sur 300 000 personnes. Aubrier de l'Air, Dominique Berlin et Jean-Baptiste Palazzi, nos envoyés spéciaux, ont suivi une famille croate. Dans cette ville, chaque fois que l'on pénètre dans un appartement, l'on se sent un peu gêné, comme trop gras, trop encombrant, témoins impuissants d'un désarroi terrible. Mais la convivialité des Bakrani n'a vite dissipé ce malaise. La famille est croate et catholique.
Zlatko est ingénieur, sa femme, Danka, anesthésiste à l'hôpital Kochevo. À eux deux, ils gagnent moins de 3 $ par mois. Pas assez, même avec l'aide humanitaire, pour les nourrir avec leurs 2 enfants. Le couple, plutôt bourgeois, survit de ses petits trésors, livres et tableaux vendus peu à peu à l'encan. Le repas de Noël a été rapide, des haricots, du poisson en conserve et un thé froid. En cette veillée symbolique, visages et paroles trahissent le désespoir. Il ne nous reste que peu de choses que nous devons préserver. Le calme, la beauté et la bonne volonté dans notre âme. Malheureusement, après tout ce que nous avons vécu, nous savons qu'il faudra encore attendre. Un jour, attendre. Un mois, attendre. Attendre toujours. Et cela me fait mal. Moi, mon vœu cette année, c'est de rester en bonne santé, qu'on reste tous en vie. Et en tant que médecin, je souhaite que les atrocités s'arrêtent enfin. À minuit, dans la cathédrale modeste de Sarajevo, 500 à 600 personnes, malgré la peur des obus, se bousculent et se pressent. La famille Baklanin va même se perdre dans la foule. C'est dans une atmosphère de recueillement profond, presque de sérénité, que Monseigneur Pulic, l'archevêque de Sarajevo, et le cardinal Lustiger ont célébré ensemble cette messe de Noël. Comme Zlatko, ceux que l'on rencontre ici répètent souvent qu'ils ont tout perdu, sauf leur âme. C'est ce que semble nous dire aussi la force des prières des chrétiens de Sarajevo. S'il y a un endroit où Noël a été célébré avec une ferveur particulière, c'est bien à Bethléem, la ville où est né le Christ. Cette ville est en Cisjordanie, occupée par Israël, et pour la première fois depuis le début de l'intifada, les Palestiniens pouvaient organiser des fêtes complètes, d'où une affluence et une ambiance très particulière, avec bien sûr en toile de fond l'espoir des accords de paix entre Israéliens et Palestiniens. De la paix au Proche-Orient, le pape Jean-Paul II en a parlé aujourd'hui, comme d'ailleurs de tous les conflits qui se multiplient dans le monde. C'était la bénédiction Urbi et Orbi au balcon du Vatican. Claude Crespo. Que le Christ Sauveur vous donne la joie et la paix. Outre le français, le pape a prononcé la traditionnelle bénédiction dans 53 langues pour les 10 000 pèlerins venus ce matin place Saint-Pierre et pour les millions de téléspectateurs qui suivaient la cérémonie retransmise dans 63 pays. Auparavant, 2 grands thèmes dans le message de Noël. La dénonciation de la violence en Bosnie-Herzégovine, avec évocation aussi de la situation dans le Caucase et en Afrique, et un hommage appuyé à ceux qui s'emploient à renforcer la dynamique de paix au Proche-Orient. Aux Italiens, le message papal a été plus politique encore, pour exhorter les transalpins à surmonter une période d'incertitude nationale. Enfin, le successeur de Saint-Pierre, qui célébrait ce matin son 16e Noël au Vatican, a tenu à rappeler l'importance de la cellule familiale, alors que dans quelques jours doit débuter l'année internationale de la famille, sous l'égide des Nations Unies et de l'Église catholique romaine. En Russie, l'attente angoissante dans la prise d'otages au sud du pays. En dépit de la libération de 2 autres enfants aujourd'hui, les 4 ravisseurs gardent toujours 5 personnes en otage. Aux dernières nouvelles, ils voudraient se diriger vers Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Marcel Tria, en Russie. Libéré en échange du plein de kérosène. Il s'appelle Andrei et il ne semble pas trop choqué par la mésaventure qu'il vient de vivre. Ils nous traitaient plutôt bien, sans brutalité, ils sont polis, tout était normal. Dans l'après-midi, un autre jeune garçon a été libéré sans contrepartie. Il en reste encore 2 et 3 adultes à bord de l'hélicoptère bloqué par le mauvais temps à Mineralny Vody. C'est cette femme, envoyée par le ministère des Affaires étrangères, qui est parvenue à arracher peu à peu la plupart des enfants aux griffes des preneurs d'otages en maintenant avec eux le fil du dialogue. Je répète encore une fois, dit l'un d'eux, pas de télévision, aucune caméra braquée de notre côté. Comme prévu, répond-elle, je viendrai seul vous apporter l'argent.
C'est donc une nouvelle nuit d'angoisse qui se prépare pour les parents des derniers otages qui suivent depuis Rostov-sur-le-Don les développements de l'affaire minute par minute. Les ravisseurs souhaitent maintenant, si la météo le permet, partir pour Marashkala, au Daghestan, où ils libéreraient les 2 derniers enfants et le conducteur du bus. Mais ils ont posé de nouvelles conditions. S'ils libèrent les enfants, ce sera à une seule condition, que je reste avec eux dans l'hélicoptère et que j'aille jusqu'à Bakou. Mais en fait, après l'échange entre les enfants et la négociatrice, il est possible que l'hélicoptère parte pour une destination inconnue où des complices attendent sans doute le commando. Un drame dont on parle peu maintenant, les massacres de paysans et d'Indiens au Guatemala. C'est un véritable génocide auquel se livrent le gouvernement et les militaires. 100 000 morts et plus de 40 000 disparus. Pour échapper à ce massacre, 50 000 Indiens sont partis au Mexique. Ils tentent maintenant de revenir sur leur propre terre. Marc Maisonneuve, Georges Janssen, reportage. Il y a 11 longues années que Sébastien attend ce moment-là. Pour échapper aux militaires, il s'était réfugié dans la montagne. Il n'a jamais revu sa mère ni ses frères pendant tout ce temps. C'est une organisation catholique, la Confregua, qui a retrouvé la famille de Sébastien. Je n'ai pas reconnu mes frères tant ils avaient grandi. Ils ne m'ont pas reconnu non plus. Ils m'ont demandé qui j'étais. Sébastien est un de ceux qui a survécu en 82 au massacre des Indiens perpétré par les militaires. Venu du Mexique, ce convoi humanitaire contient les maigres biens des 1500 réfugiés qui, comme Sébastien, reviennent chez eux, au Guatemala. Dans ce camp de Veracruz, près de 300 familles sont là depuis quelques jours, parquées. Comme cette indienne qui ne parle pas espagnol, chaque individu est photographié, enregistré, fiché sous l'égide de l'ONU. Premier pas indispensable pour acquérir une identité et réclamer la terre de leurs ancêtres. 3 jours après leur retour du Mexique, le jour de la fête de la Vierge de Guadalupe. La marche de protestation organisée par les réfugiés du camp de Veracruz. 16 km à pied par 40 degrés à l'ombre. Défense de quitter le chemin, autour, le terrain est miné. L'objectif de la manifestation, récupérer les terres et le village de leur enfance. Nous voulons dire aux militaires que ces lieux appartenaient à la coopérative qui les exploitait et que nous entendons nous y réinstaller. La fin du chemin. Ici, il y a 11 ans, 300 personnes avaient été massacrées par l'armée dans le village de Tercer Pueblo. Aujourd'hui, un camp militaire de 1000 hommes et plus de culture. Il n'existe pas de conditions de sécurité suffisantes pour vous. Et il serait irresponsable de vous laisser habiter ici. Selon le commandant de la place, la guérilla continue de poser des mines. Une habile fin de non-recevoir qui oblige les paysans spoliés à regagner leur camp de réfugiés. Retour en France maintenant avec un bon exemple d'aménagement du territoire réussi. C'est dans l'Hérault, la commune s'appelle la Salvetat. Sa chance, c'est d'avoir une eau gazeuse qui plaît beaucoup et qui, d'après José Blanc-Lapierre, est très utile pour les lendemains de réveillon. Explication. Dans les entrailles de la terre, cet homme pousse la porte sur un trésor. Ces petites bulles valent de l'or. Enrichie par son voyage en sous-sol, cette eau gazeuse fait la fortune de tout un village, depuis que le numéro 1 français de l'agroalimentaire a décidé de la mettre en bouteille. D'après moi, c'est de la Salvetat qui renaît. Pour la Salvetat, ça pouvait pas mieux tomber. On n'y croyait même pas parce que c'était trop beau pour le croire, quoi. La Salvetat, c'est ce village perché dans les montagnes de l'Hérault, un bout du monde à la recherche d'un avenir. Un village qui, comme beaucoup d'autres, a du mal à retenir ses jeunes. Alors, quand il a été question de l'implantation d'une usine d'embouteillage, le maire a cru au Père Noël. Cette année, les 46 centimes perçus par bouteille ont rapporté 1,7 million à cette commune de 1100 habitants. Pour le maire, pas de doute, cet argent, il fallait le consacrer au réseau routier. Nous avons eu à affronter un problème au niveau du lait de brebis qui part ensuite sur Roquefort.
Et aujourd'hui, la collecte s'effectue avec des véhicules, des camions-citernes de 17 tonnes, hein, donc de gros engins qui avaient des difficultés d'accès à ces bergeries. Aujourd'hui, nous avons réalisé la totalité de dessertes pour ces camions, donc nous avons favorisé vraiment le monde agricole. Dans les ruelles d'Ardoise, du charcutier au quincaillier, tous les commerçants affichent la Salvetat, une étiquette qui a changé leur vie. Leur village aujourd'hui a un nom et les touristes sont de plus en plus nombreux à lui rendre visite. Nous avons beaucoup de gens qui viennent du nord ou n'importe d'où et qui viennent même pour visiter l'usine. Alors vous savez, si vous voulez visiter l'usine en pleine saison, il faut se faire inscrire d'avance parce qu'on fait la queue à l'usine pour voir. Seule désillusion dans ce conte de fées, l'usine n'a créé que 25 emplois. Entièrement automatisée, la chaîne produit presque toute seule 120 000 bouteilles chaque jour. Mais dans chacune, c'est quelques gouttes d'espoir pour tout un village. Une autre histoire, il est maire d'un petit village de l'Eure, il a 85 ans, il est maire depuis plus de 50 ans. Alors le résultat, c'est qu'il vient de célébrer les noces d'or d'un couple qu'il avait marié un demi-siècle plus tôt. Antoine Cormery, Michel Gianoulatos, Nostalgie. L'histoire est normande. C'est celle d'une double constance, sentimentale et politique. Constance sentimentale car ces deux-là ont uni leur destin il y a tout juste un demi-siècle et jamais ne se sont quittés. Je me présente, je suis monsieur Carigean, ancien artisan maçon et j'ai 71 ans. Moi je suis madame Caillivette, j'ai 70 ans et on fête nos noces d'or. Constance politique aussi car le maire, qui les a mariés en 1943, est toujours là avec la barbichette, fidèle au poste de sa mairie de la Neuville-du-Beau. Eh bien moi, je m'appelle Christian Connard, j'ai 84 ans et je suis maire de la Neuville-du-Beau depuis environ un demi-siècle. Jean et Yvette se sont rencontrés pendant l'Exode. Ils se sont mariés un 24 décembre en pleine guerre. 50 ans plus tard, sous l'objectif du caméscope familial, ils se sont redits les mots bleus devant celui qui les avait mariés. Les deux choses, tout de même, sont sinon extraordinaires, tout de même assez peu fréquentes. Et, mon Dieu, nous avons duré, eux et moi, dans le temps, et c'est pour ça que nous sommes là. Est-ce qu'il y a un secret dans le village pour que les gens durent aussi longtemps? Non. Pas spécialement, peut-être la tranquillité, le calme, une ambiance agréable, et ça suffit pour être tranquille et vivre vieux, peut-être sans stress. 5 enfants, 13 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants, sans compter l'armada des cousins. La famille était au complet ce week-end. Le maire, lui aussi, était de la noce, songeant sans doute à celle de Diamant en 2003. Après tout, ça ne lui fera jamais que 95 ans. Et dans notre rubrique Carnet blanc, voilà que toute l'Angleterre aimerait bien que Charles et Diana fêtent leurs noces d'or ensemble. Pourquoi pas? Car regardez, le prince Charles, héritier de la couronne, et la princesse Diana, dont il est pourtant séparé, ont assisté côte à côte à la messe de Noël. C'était à Sandringham. L'Angleterre se prend tout à coup à rêver. Retour à Noël donc avec une messe et une veillée un petit peu particulière. C'est dans le Nord, c'est à Lille, dans un quartier populaire. C'est en ch'ti, le patois du Nord. Nathalie Delay, Gilles Balbastre. Un soir de Noël, en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Oisem, un tabou est tombé. Le patois du Nord est entré pour la première fois dans la maison de Dieu. Il m'a dit, vous pourrez vous adresser aux gens en patois. Alors j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur. Parce que je me suis dit, si je parle patois, ils vont tous rigoler. Or, Noël, Noël, chez Noël tout partout, chez pas Noël pour tous. Noël, Noël, et je voudrais pour un gros qu'un vive un Péter tous. Or, le message de Noël, c'est sérieux, dans le Nord plus qu'ailleurs, et en ch'timi, c'est solidarité, amour, partage et espoir. Jésus, il est là. Ouais, c'est vrai, ça. Vas-y, lève-te. Jacques de vie. D'abord, Jésus était peut-être un ch'timi, finalement. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est notre langue, on la parle couramment, et pourquoi pas le dire dans une église?
Jésus-Christ, il nous a apporté un bonheur. Bon, vous avez compris. Le bonheur d'aimer, le bonheur de se donner, le bonheur de se tuer pour les copains. Ainsi soit-il. Et dans le pays des ch'timis, le final c'est toujours une berceuse. Pour l'enfant qui vient de naître, Jésus ou le petit quinquin. Dors, un petit quinquin, un petit bouchard, un gros jar, te fera du chagrin si te donne Cinéma, un grand cinéaste de retour dans son pays, plus de 10 ans après, c'est Andreï Konchalovsky, à qui l'on doit de célèbres films comme Runaway Train ou Maria's Lover. Il tourne sa nouvelle œuvre dans la banlieue de Moscou. Nicole Cornu-Langlois, Jean-François Bernigaud ont assisté au tournage, histoire d'un retour. C'est tout près de Moscou, une maison étrange du bord de la Volga, reconstituée pour que l'héroïne, Assia, la fasse flamber le jour de la fête nationale, dans l'allégresse générale pour se venger d'un exploiteur. « 30 ans après le bonheur d'Assia, Andrei Konchalovsky reprend les mêmes paysans qui n'ont pas changé malgré la perestroïka, parce qu'ils préfèrent une misère garantie à une richesse improbable. Alors ils chantent et ils dansent. Mais j'ai décidé de faire une petite conte, un peu même avec des fantaisies, avec les fantasmes, une poétique que je veux tourner dans une manière documentaire. C'est pourquoi la plupart des personnages sont vrais, c'est pourquoi c'est un peu happening. On ne sait jamais qu'est-ce qui va passer. Tous les gens sont un peu ivres, et il n'y a pas de responsabilité de ce qui se passe, c'est typiquement russe. Entre deux prises, les figurants s'amusent. Ils sont presque tous paysans, sauf celle-ci qui a du métier. J'ai tourné avec Mikhalkov, ça me plaît beaucoup. J'ai tourné avec Sofia Loren et Mastroianni. Ce soir-là, Ina Tchourikova, l'actrice principale, ne tourne pas. Elle joue la mouette au théâtre. Et dans ce film, c'est elle, Assia, femme libre et indépendante parmi les paysans résignés. Ce film a des liens étroits avec ce qui se passe actuellement dans notre pays et avec les élections, avec notre vie. Je pense que les héros de cette histoire auraient presque tous voté pour Zhirinovsky, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et les moscovites, savent-ils ce qui se passe dans leur cinéma ? Nous, on regarde des vidéos américaines, des films américains. Vous comprenez vous-même pourquoi. Les films soviétiques n'ont pas de succès dans notre pays. Ils partent tous en Occident. Et pourtant, Konchalovsky est revenu dans son pays pour faire une comédie sur le chaos retrouvé. Je suis très heureux, parce que ici, avec tous les ennuis, tous les problèmes, toutes les difficultés, j'ai beaucoup de joie. C'est encore l'un des mystères de l'âme slave. Quand les nouvelles démocraties de l'Est s'interrogent sur leur culture, le communisme avait sûrement beaucoup de défauts, mais dans tous ces pays, les activités culturelles ont longtemps été florissantes. À Prague, en République tchèque, 4 ans après la Révolution, les touristes viennent en masse, c'est sûr, mais les artistes se posent des questions. Monique Atlan, Maryse Richard. Hiver 93 à Prague, 4 ans après la Révolution de velours, une ville poursuit sa métamorphose. Nouveaux immeubles, nouvelles boutiques, embouteillages, tout va plus vite. Seule demeure intacte la beauté de cette capitale, devenue la ville d'Europe la plus visitée. Cette année, 53 millions de touristes ont traversé le pont Charles, admiré ses statues jusqu'au château. Les cinéastes l'ont vite compris, Prague est aujourd'hui le plus grand studio naturel du cinéma européen. Ici, une équipe de télévision du Pays de Galles. Avec la liberté d'expression retrouvée, la vie culturelle s'est trouvée remise en question. Grande est la tentation de se soumettre au seul service des touristes et des tours opérateurs. Culture sans parole, marionnettes, pantomime, Mozart et encore Mozart, prêt à consommer à toute heure. C'est la culture qui n'est pas tellement intéressante et attirante pour les Tchèques. Et puis on a la culture officielle, la culture tchèque officielle, malheureusement toujours dans les mêmes structures qu'on a eues il y a une dizaine, vingtaine d'années. Une culture officielle qui attire de moins en moins.
Paradoxe du changement de régime, avec la liberté de consommer, les Tchèques se détournent de la vie culturelle. Ils lisent moins, ils vont moins au cinéma. Même le Café Slavia, lieu mythique de rencontre des artistes et dissidents, a fermé ses portes. L'heure de la gestion pragmatique a sonné, quand culture rime avec argent, Solitzer, Jurassic Park ou Tom Cruise. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que les théâtres sont vides. À part quelques-uns, les acteurs jouent devant 10 spectateurs assez souvent. Et on n'a pas encore trouvé, ni dans le domaine des livres, ni de théâtre, en général, ni de cinéma, de nouveaux auteurs, de nouveaux noms qui seraient capables, si vous voulez, de parler de ce qui se passe aujourd'hui. À vrai dire, j'attends toujours un grand roman ou un livre quelconque sur ce qui se passe depuis 3 ans. La rupture entre l'ancienne et la nouvelle génération est consommée, la transition se met en place. Après la révolution du velours, je vois un peu que les gens veulent travailler un peu isolés. Et maintenant, après 4 ans, je sens que ça se renouvelle. Et il faut se voir, il faut discuter, il faut aussi pousser l'État à changer les lois et les conditions pour la culture. Lentement, au jour le jour, les Tchèques tentent ainsi de reformuler de nouvelles expressions, un nouveau langage afin que Prague ne soit pas seulement une belle endormie dans son passé. Fin de ce journal. La météo dans un instant, ce sera Isabelle Martinet. La dernière édition vers minuit, ce sera Isabelle Staes. Bonne soirée sur France 2. À demain, 20h.